Le Mali accueille 5 nouveaux diplomates. Les porte-paroles de l'Indonésie, de la République de Corée, de la Bulgarie, du Pakistan et de la Grèce ont présenté ce mardi leur lettre de créance au chef de l'État, colonel Assimi Goïta. Vous découvrirez leur parcours dans ce journal. Plus de 162 milliards de francs CFA pour subventionner les produits de première nécessité et 204 milliards de francs CFA pour l'harmonisation de la grille salariale. Ces chiffres viennent de la conférence de presse commune des ministres en charge du commerce et des finances, des actions posées par l'État pour maintenir l'approvisionnement des marchés et apaiser le front social. L'UNICEF et le département en charge de l'assainissement attirent l'attention sur la nécessité de faciliter l'accès à des toilettes adéquates aux populations. Les deux partenaires ont célébré aujourd'hui la journée mondiale des toilettes qui se tient tous les 19 novembre. C'était sur le site des déplacés de Sénou. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue aux informations sur votre télévision nationale. 5 nouveaux ambassadeurs ont présenté leur lettre de créance au président de la transition. Il s'agit des ambassadeurs de l'Indonésie, de la République de Corée, de la Bulgarie, du Pakistan et de la Grèce. Découvrons le parcours de ces diplomates et leur mission avec Alousseni Touré. Dindin Wahidine représente le plus grand pays musulman au monde. Il a désormais la charge de développer les relations entre l'Indonésie et le Mali. De Dakar, où il réside depuis décembre 2021, Dindin Wahidine devrait veiller aux intérêts de son pays au Mali. Âgé de 66 ans, le diplomate indonésien était jusqu'en 2020 directeur du Centre d'analyse et de développement des politiques pour les affaires multilatérales au ministère des Affaires étrangères de son pays. Titulaire d'une maîtrise en sécurité obtenue en 1998 à l'université Lyon 3 en France, Dindin Wahidine a notamment représenté son pays auprès de l'UNESCO. Il faut dire que les intérêts indonésiens étaient représentés jusque-là par le consul honoraire en la personne de notre compatriote Ibrahima Diawara. Quant à la Corée du Sud, elle est désormais représentée au Mali par Kim Ji-jun. Entré au ministère des Affaires étrangères en 1995, ce licencié en langue et littérature française travaille à l'ambassade de son pays au Kenya comme premier secrétaire. En 2002, il occupera le même poste en France 2 ans plus tard. Directeur de la division de l'organisation économique au ministère des Affaires étrangères de février 2011 à décembre 2011, puis conseiller à la délégation permanente de la République de Corée auprès de l'OCDE à Paris en France, ministre conseiller à l'ambassade de la République de Corée en Turquie, consul général adjoint au consulat général de la République de Corée à Honolulu aux États-Unis et enfin ministre conseiller au consul général à l'ambassade de la Corée en France. Le troisième diplomate qui remet ses lettres de créance au chef de l'État s'appelle Rumen Petrov, ambassadeur extraordinaire et plénipotentiaire de la République de Bulgarie auprès de notre pays avec résidence à Alger. Il couvre à la fois l'Algérie, le Tchad, le Niger et le Mali. Sa connaissance de l'Afrique n'en sera que consolidée puisqu'il a déjà fait office de conseiller au ministère des Affaires étrangères de son pays sur les affaires africaines de 2017 à 2018. Auparavant directeur à la direction des questions de l'Afrique du Nord et du Proche-Orient au département des Affaires étrangères de la Bulgarie, ambassadeur plénipotentiaire, il a été de 2011 à 2016 auprès de la République égyptienne, de la Ligue arabe et du Soudan avec résidence au Caire. Rumen Petrov a une longue expérience dans les différentes représentations de son pays, notamment en Europe et en Afrique. Le nouvel ambassadeur de la Bulgarie auprès de notre pays est détenteur d'une maîtrise en sciences arabes, en sciences politiques et en religion et culture arabe à l'université de Sofia. Né en 1963, Mohamed Tariq est le nouvel ambassadeur du Pakistan auprès de la République du Mali. Pays majoritairement musulman, le Pakistan partage avec notre pays la religion et la culture musulmane. C'est en 1991 que Mohamed Tariq fit son arrivée aux affaires étrangères du Pakistan. Il travaillera plusieurs reprises au protocole entre 1993 et 1997. Il sera promu chef de section, directeur puis directeur général. De 2001 à 2002, il officiera au cabinet du président de la République. Également à son actif plusieurs fonctions dans différentes missions diplomatiques à l'étranger au compte de son pays. Lui, c'est le nouvel ambassadeur de la Grèce auprès de la République du Mali avec résidence à Dakar.
Efthymios George Kostopoulos est un diplomate de carrière. Ministre plénipotentiaire de seconde classe en avril 2020, il sera nommé quelques mois plus tard, en février 2021, premier ambassadeur de la Grèce au Sénégal. C'est justement de Dakar qu'il couvrira le Mali, la nouvelle nation de sa juridiction. En plus du Mali, il rayonnera sur la Gambie, la Guinée-Bissau, la Guinée, le Cap-Vert, le Burkina, le Niger, la Côte d'Ivoire et finalement conseiller de son pays auprès du Sahel. M. Kostopoulos est diplômé de l'Institut d'études politiques de Paris, Sciences Po. Il est titulaire d'une maîtrise en droit public de l'Université de Paris Panthéon-Sorbonne et d'une maîtrise en sciences politiques et administration publique de l'Université d'Athènes. Conférence de presse commune ce matin du ministre de l'Industrie et du Commerce et de son collègue de l'Économie et des Finances. Au centre des débats, les efforts consentis par l'État pour l'approvisionnement du pays en produits de première nécessité et pétroliers, ainsi que leur accessibilité aux consommateurs à des prix abordables. Entre novembre 2021 et juin 2022, les subventions des produits ont coûté à l'État 162 milliards de francs CFA. Autre chiffre, les autorités de la transition ont mobilisé 204 milliards de francs CFA pour l'harmonisation de la grille salariale et l'apaisement du front social. Siaka Konaté était présent pour l'ORTM. Augmentation du budget de défense, réduction de 4% des recettes intérieures pour cause d'insécurité, réduction des appuis budgétaires, crise du Covid-19, conflit entre la Russie et l'Ukraine. Malgré le contexte difficile, le gouvernement consent d'énormes efforts pour assurer l'approvisionnement correct du pays en produits de première nécessité et pétroliers, les rendre accessibles à des prix abordables et apaiser le front social. Ainsi, l'harmonisation de la grille salariale a coûté à l'État 204 milliards de francs CFA, le paiement de la dette intérieure 398 milliards. Entre novembre 2021 et juin 2022, l'État a renoncé à plus de 162 milliards de francs CFA à cause de la subvention du riz, du sucre, du lait, de l'huile et des hydrocarbures. Comme le président de la transition, le colonel Assimi Goïta, chef de l'État, l'a toujours dit, il faut que chaque acte que nous posons puisse impacter la vie des Maliens. Il fallait également faire face à l'augmentation des prix en essayant d'induire des subventions. Donc voilà pourquoi on a continué à faire des subventions sur les produits de première nécessité. Il y a eu des subventions sur le riz en première vague et en deuxième vague. Il y a eu des subventions sur le sucre en deux vagues. Il y a eu des subventions sur le lait, l'huile alimentaire. Toutes choses qui ont fait qu'aujourd'hui, on a eu un impact important parce que ces produits ont été importés et sont rentrés dans le pays. Et chaque fois que nous faisons des subventions, nous signons un cahier de charge avec les opérateurs pour leur dire, étant donné que vous avez eu des subventions d'État à hauteur de temps, vous avez l'obligation de vendre en dessous de ce prix. Des efforts qui ont permis de contenir l'augmentation des prix. Si le riz a connu une augmentation de 53% sur le plan international, il est à 1,1% au niveau national. Celui des hydrocarbures n'a pas pratiquement bougé, car estimé à 0%. Les prix pratiqués ici sont inférieurs à ceux des pays voisins qui, comme le Mali, s'approvisionnent sur le même marché. Par exemple, au moment où le riz brisé est à 600 francs à Abidjan, 500 francs à Ouaga, 375 francs à Cotonou, 500 à Dakar, 350 à Lomé, 400 à Conakry, il est à 450 à Bamako. Le sucre en poudre, 1000 francs à Abidjan, 800 à Ouaga, 650 à Cotonou, 600 à Dakar, 600 à Lomé, 700 à Conakry et 650 à Bamako. Le lait en poudre, 2800 à Abidjan, 3000 à Ouaga, 2800 à Cotonou, 2900 à Dakar, 2800 à Lomé, 2800 à Conakry et 3000 francs à Bamako. Donc si on regarde l'ensemble de ces prix, c'est parce que ça dénote les efforts vraiment consentis par le gouvernement dans le cadre de l'attention que les plus hautes autorités ont prêté particulièrement aux populations pour que le choc ne soit pas très important. Selon le ministre en charge du commerce, la Direction générale du commerce et de la concurrence veille au respect des prix fixés de commun accord par le gouvernement et les opérateurs économiques.
Elle a effectué 500 sorties à travers le pays et reçu 250 appels téléphoniques. Les contrevenants ont été sanctionnés, saisie des produits, fermeture des boutiques, paiement d'amendes. L'augmentation du prix du sucre s'explique par la fin de la subvention de ces produits en juin dernier. Une nouvelle opération d'importation de 10 000 tonnes de sucre subventionné à 50% sera lancée très prochainement, a annoncé le ministre de l'Industrie et du Commerce. Autre annonce, la mise en place d'une commission interministérielle qui va se pencher sur l'approvisionnement du pays et la maîtrise des prix. Un plan d'action est déjà élaboré et sera adopté prochainement par le gouvernement. 9e Forum mondial de l'Alliance des civilisations des Nations Unies. Le ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale participe à Fès au Maroc à la réunion ministérielle du groupe des amis de l'Alliance. La rencontre se tient autour du thème « Vers une alliance pour la paix, vivre ensemble comme une seule humanité ». Je vous propose un extrait de l'intervention du chef de la diplomatie malienne, des propos recueillis par Ibrahima Traoré. Ce forum prend ainsi tout son sens dans un contexte général marqué, hélas, par des conflits, des tensions et des crises qui ébranlent durablement notre vivre ensemble. Pourtant, vivre ensemble forgé dans des traditions séculaires de dialogue, d'écoute, de compréhension mutuelle, mais aussi et surtout de tolérance et de respect mutuel. La récurrence des crises et leur persistance dans le temps, en dépit des efforts mis à les résoudre, appellent à une analyse approfondie de nos approches et de nos méthodes, tant au plan national qu'au plan régional et international. J'allais dire que nous devons interroger nos méthodes collectives pour prendre en charge et répondre aux défis et menaces auxquels nous faisons face sur la planète. Initialement cyclique, car opposant traditionnellement des éleveurs aux agriculteurs, les tensions intercommunautaires au Mali sont désormais exacerbées par des effets négatifs des changements climatiques et leur corollaire de raréfaction des ressources comme celle de l'eau, surtout après cette COP27 qui vient de se tenir en Égypte pour nous rappeler cette problématique importante. À cela s'ajoute désormais la manipulation, voire l'instrumentalisation de groupes armés terroristes, bénéficiant souvent de soutien extérieur ou même de soutien d'État, et qui opposent des populations liées par le sang et l'histoire, qui les opposent aussi sur des bases ethniques, des bases régionales et souvent des bases religieuses, et ce uniquement pour entretenir un terreau fertile de leurs activités criminelles. Ces difficultés ont conduit aujourd'hui le gouvernement du Mali à s'engager résolument pour le retour aux valeurs fondamentales qui ont constitué le socle de notre société, j'allais dire de notre histoire et de notre culture. C'est à cette fin que le gouvernement a pris des mesures réglementaires pour réhabiliter définitivement les légitimités traditionnelles, coutumières et religieuses. Prenant toute sa part dans la résolution des conflits communs, les autorités de mon pays, sous le leadership de son Excellence le colonel Assimi Goïta, président de la transition et chef de l'État, donc nos autorités se sont engagées dans la voie de l'appropriation nationale du processus de résolution de crise, conformément à la vision et aux principes édictés par le chef de l'État, qui tournent essentiellement autour du respect de la souveraineté nationale et de sa prise en compte dans la gestion des défis auxquels nous sommes confrontés. Le sommet mondial sur l'éducation préscolaire et la protection de la petite enfance s'est déroulé du 14 au 18 novembre 2022 en Ouzbékistan, en Asie centrale. Le Mali était représenté à ce rendez-vous mondial par la ministre de l'Éducation nationale, Sidibé Dédé Ousmane, qui a animé 2 panels. Le premier sur l'inclusion, la qualité et le bien-être et le second sur le personnel soignant de l'éducation et la protection de la petite enfance, EPPE.
En marge des travaux du sommet, la ministre Sidibé Dédé Ousmane a visité quelques écoles primaires, visite au cours de laquelle elle a pu partager ses expériences avec des responsables d'autres pays. La ministre de l'Éducation a également signé le livre d'or d'une grande école qu'elle a visitée. L'UNICEF et le département en charge de l'assainissement ont célébré aujourd'hui, 22 novembre 2022, la journée mondiale des toilettes qui se tient tous les 19 novembre. La célébration qui s'est tenue sur le site des déplacés de Sénou a été une occasion d'attirer l'attention sur la nécessité de faciliter l'accès des toilettes adéquates aux populations. La journée a été marquée par la remise des kits d'assainissement aux déplacés. Bemba Sibi à Boukouni. 32 toilettes pour 1385 individus, soit un ratio d'une toilette pour 43 personnes. C'est la situation actuelle sur le site des déplacés de Sénou. Dans ces conditions, difficiles de maintenir l'hygiène. Et c'est ce site qui a été choisi pour la célébration de la Journée mondiale des toilettes, qui est une occasion d'attirer l'attention sur les défis liés à l'assainissement. Nous célébrons cette journée au moment où, dans le monde, 3,6 milliards de personnes sont privées de toilettes gérées en toute sécurité, soit environ la moitié de la population mondiale. Une analyse effectuée par WaterAid révèle que le chemin est encore long pour garantir à tous l'accès à l'assainissement géré d'ici à 2030. Sont bien présentes avec les maladies liées aux matières fécales comme la diarrhée. Elles contribuent aussi à la pollution des eaux de surface, mais surtout la nappe phréatique, d'où le thème cette année, eau souterraine et assainissement. Les études menées par l'École nationale d'ingénieurs montrent que les nappes phréatiques des anciens quartiers de Bamako sont presque toutes polluées par les eaux usées. La pollution des ressources en eau contribue à la dégradation des écosystèmes aquatiques et la réduction des eaux potables indispensables aux populations et aux activités socio-économiques. Déjà, l'UNICEF a facilité l'accès de 269 communautés, soit 250 000 personnes à des latrines hygiéniques. Des actions en appui aux efforts du gouvernement qui est engagé depuis 8 ans à faciliter l'accès des populations maliennes à des toilettes adéquates. La volonté du gouvernement de la République du Mali et de tous les acteurs en faveur de l'assainissement de notre pays de promouvoir l'accès durable aux services d'assainissement conformément aux objectifs du cadre stratégique de la relance économique et de développement durable 2019-2023. Et de l'ODD qui dispose d'ici à 2030 assurer l'accès de tous dans des conditions équitables à des services d'assainissement et d'hygiène adéquats. La célébration de la Journée mondiale des toilettes a été sanctionnée par la remise de kits d'assainissement aux déplacés du site de Sénou et la remise des prix du concours d'assainissement qui a mis en compétition 5 directions nationales. Et c'est l'Agence nationale des stations d'épuration du Mali qui a eu la première place, suivie de la Direction nationale de l'urbanisme et celui de l'hydraulique. En marge de sa visite en 8e région, le ministre de la Réconciliation nationale a rencontré les leaders des mouvements signataires de l'accord de paix, les forces vives de Kidal, mais aussi les FAMA au camp général Abdoulaye Soumaré, Sidi El-Medi Ag Al-Baka et Atayoub Ag Mohamed. La visite du ministre de la Réconciliation nationale, colonel-major Ismaïl Ouagé à Kidal, a été meublée par plusieurs rencontres avec les autorités régionales et après un huis clos avec M. Abbas Ag Intalla, président de la SEMA, qui a duré 3 heures d'horloge pour redynamiser le cadre de dialogue en place afin de promouvoir une paix durable dans la région. Les chefs coutumiers ont sollicité le retour des enseignants et plusieurs difficultés liées au recrutement de ces derniers par les organismes en place ont été évoquées. L'occasion était bonne pour le ministre de la Réconciliation nationale de transmettre les salutations du président de la transition, chef de l'État, colonel Assimi Goïta, au camp général Abdoulaye Soumaré de Kidal. Après les honneurs militaires, le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, dans le cadre de sa tournée, a eu des échanges avec les éléments du 72e régiment d'infanterie motorisée de Kidal. Dans la mission du ministre de la Réconciliation, qui devait s'entretenir avec les autorités locales dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord, faire le point et voir quelles sont les perspectives possibles. Et dans ce même objectif aussi, je suis arrivé en tant que le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko, en compagnie du commandant secteur 2, pour nous adresser vraiment au bas de phare de Kidal, qui est un élément essentiel dans la mise en œuvre de l'accord de paix et l'accord pour la paix et la réconciliation. Donc dans ce cadre, ils sont venus encourager les hommes, les féliciter pour tout le temps qu'ils sont entrés là,
de travailler, de contribuer à la mise en œuvre de ce temps corps. Également, nous avons profité pour recenser les problèmes qu'ils ont afin de les rendre encore beaucoup plus efficients. De cette opérationnalisation, nous pouvons dire que c'est déjà fait. Au terme de cette visite, le symbole est significatif et le geste est plein de sens. Le président de la SEMA a remis une selle à l'hôte du jour. Une dizaine de morts, plusieurs cases, tentes et animaux calcinés ainsi que des bêtes enlevées. C'est le triste bilan de l'attaque d'un site de déplacés de Tessit dans le village de Kadji Bilal-Ikoira, non loin du pont de Wabaria, à l'entrée de la ville de Gao. Le site a été attaqué par des hommes armés non identifiés dans la nuit du lundi au mardi. Le gouverneur de la 7e région s'est rendu sur le site du sinistre, compte rendu à Gali Aguissa et à Alassane Ahmadou. C'est la désolation dans le site des déplacés de Tessit, dans le village de Kadji Bilal-Ikoira, à moins d'une vingtaine de kilomètres de la ville de Gao. Dans la nuit du 21 au 22 novembre, plusieurs hommes lourdement armés sur une dizaine de motos, selon les villageois, ont attaqué le site. Les assaillants ont tué 11 hommes âgés entre 30 et 35 ans, toujours selon les témoins, avant de brûler plus d'une trentaine d'abris avec vivres, voire animaux. Il y a des motos qui sont venues sur notre complément qui a quitté Tessit. Ils ont brûlé beaucoup de maisons ici. Il y a des morts. Le gouverneur de la région de Gao, à la tête d'une délégation, est venu exprimer la compassion des plus hautes autorités du pays aux citoyens endeuillés. Toutes mes condoléances au nom des hautes autorités de notre pays, au nom de l'ensemble du gouvernement, au nom du Conseil national de la transition et au nom de toutes les autorités de la région de Gao. Il était un devoir de venir voir, de faire des constats, de prendre des marques pour, si possible, procéder à des enquêtes pour essayer d'arrêter ces fléaux au niveau de notre région. Le général Traoré n'a pas manqué de rassurer les habitants du site de l'accompagnement du gouvernement. Il a demandé aux déplacés de s'unir autour des forces de défense et de sécurité en leur fournissant l'information au bon moment. La promptitude du chef de l'exécutif régional sur le site est rendue possible grâce à l'escorte des FAMA, à leur tête le commandant du théâtre Est de l'opération Maliko. Il y a un règlement de compte qui semble avoir eu lieu ici. En l'occurrence, les victimes sont beaucoup plus des jeunes. Il y a les terroristes qui ont eu à se battre il y a quelques mois de cela, courant février précisément, dans le secteur de Tessit, dans des villages, et c'est des ressortissants de ce village qui sont là. Les dispositions prises ont été d'envoyer l'aviation qui a sillonné tout le secteur hier soir et aller faire des frappes dans d'autres zones pour pouvoir quand même limiter les possibilités de l'ennemi de pouvoir infliger des pertes. La patrouille est venue très tôt le matin pour constater et les dispositions seront prises pour renforcer davantage. En attendant, les rescapés de l'attaque se lancent dans la recherche d'autres cieux plus sécurisés. Au moment de notre passage, ceux qui ont pu revenir le lendemain de l'attaque sont dans la dynamique de quitter le site, signe de mauvais souvenirs. Respect de la limitation de vitesse au port du casque, une nécessité vitale. C'est le thème de la 18e édition de la Semaine nationale de la sécurité routière. Elle a été lancée ce matin à Bamako par le ministre des Transports et des Infrastructures. Elle sera marquée par des conférences débats, des contrôles et sensibilisations en ville et en race campagne. L'objectif est de réduire les accidents. Batraouri. 47 sorties par jour pendant la semaine et 90 par jour le week-end. Ce sont là des données avancées par la Direction régionale de la protection civile de Bamako pour illustrer les cas d'accidents de la route. La situation est préoccupante. C'est pourquoi le ministère des Transports et des Infrastructures lance pour la 18e fois la Semaine nationale de la sécurité routière. Cette campagne a pour thème respect de la limitation des vitesses et port du casque, une nécessité vitale. Ce thème résonne à la fois comme une forte interpellation et un véritable cri de cœur lancé aux utilisateurs d'engins motorisés à 2 ou 3 roues, ainsi qu'à ceux des quadrisques pour qu'ils se familiarisent avec le port du casque de protection, et une invite à tous les conducteurs d'automobiles à respecter la limitation de vitesse. Selon les chiffres du ministère des Transports et des Infrastructures, plus de 600 jeunes actifs de 18 à 35 ans sont victimes d'accidents de la route chaque année. Cette semaine sera mise à profit pour toucher un grand nombre de personnes. La campagne qui démarre ce matin
et pour toute la semaine sur l'étendue du territoire national va s'appesantir sur l'information et la sensibilisation à l'endroit des acteurs, en l'occurrence les grands publics sur les risques liés au non-respect de la limitation de vitesse et les conséquences du traumatisme crânien suite aux accidents de la route. Au terme de cette semaine de sensibilisation, notre souhait le plus ardent est l'adhésion de l'ensemble des jeunes gens au port du casque de protection et au respect de la limitation de vitesse. La semaine sera marquée par des conférences-débats, des contrôles de sensibilisation aux différents carrefours de la ville et en race campagne. Le niveau de la faim dans le monde est alarmant dans 9 pays et grave dans 35 autres. C'est ce qu'indique l'indice dans le monde en 2022 que l'ONG allemande WHH a partagé avec les pouvoirs publics et les partenaires techniques et financiers. La rencontre a aussi mené la réflexion autour du thème « Transformation des systèmes alimentaires et gouvernance locale ». Reportage Nouroum Sissoko. L'indice de la faim dans le monde est un outil permettant de mesurer et de suivre la faim au niveau mondial, régional et national. 4 indicateurs reflétant la nature de la faim permettent d'obtenir les scores de l'indice de la faim. Il s'agit de la sous-alimentation, l'émaciation, le retard de croissance et la mortalité infantile. Selon le rapport 2022 de l'indice de la faim dans le monde, sur les 121 pays concernés, aucun ne présente un niveau de faim extrêmement alarmant. En revanche, 9 pays sont à un niveau alarmant, 35 à un niveau grave, 36 se situent à un niveau modéré et 49 à un niveau faible. L'Asie du Sud et l'Afrique subsaharienne sont les plus touchés. Nous pensons qu'il est important de mettre l'accent sur la gouvernance locale des systèmes alimentaires. Le rôle décisif doit être joué par la participation des citoyens maliens. L'implication systématique des acteurs locaux à tous les niveaux est une base importante pour déterminer un nouveau système alimentaire avec les caractéristiques souhaitées. La coopération au développement bilatéral entre le Mali et l'Allemagne compte parmi ces 3 axes prioritaires la promotion d'une agriculture durable et résiliente face au changement climatique avec un portfolio de projets actuels de presque 170 milliards de francs CFA. Ce rapport révèle que les progrès contre la faim ont fortement stagné ces dernières années. L'indice de la faim dans le monde en 2022 est considéré comme modéré et ne présente qu'une légère baisse comparée à celui de 2014. Le Mali s'est doté depuis 2019 d'une politique nationale de sécurité alimentaire et nutritionnelle. Toutefois, la mise en œuvre de cette politique se heurte chaque année à des difficultés de mobilisation de ressources, et ce, en dépit d'un soutien sans faille des plus hautes autorités du pays. Alors que les ressources se raréfient, les populations endurent de l'intérieur les effets simultanés d'une crise sécuritaire persistante, des aléas climatiques, des difficultés économiques liées aux marchés internationaux qui ramassent de plein fouet une inflation installée dans la durée. D'importantes recommandations sont formulées par le rapport 2022 sur la faim, au nombre desquelles la mobilisation d'un soutien public, l'accroissement d'investissements pour répondre aux besoins humanitaires, tout en renforçant la résilience. En Égypte, plusieurs structures maliennes intervenant dans le secteur des changements climatiques ont participé à la COP27. Ces structures étaient présentes à cette rencontre sur le climat pour se faire connaître ou nouer des relations de partenariat avec d'autres participants. Envoyé spéciaux à Guibou Koulibaly Mbarakoumeiga. En 2009, la bioénergie représentait environ 10% de l'approvisionnement total en énergie primaire au niveau mondial. C'est pourquoi l'ANADEP et l'Alliance malienne pour la cuisson propre travaillent en synergie pour le développement de la biotechnologie de la cuisson propre. C'est à la COP27 que l'ONUDU a lancé le Conseil sur la cuisson propre à base du bioéthanol. Nous avons également eu des séances de travail avec l'Alliance mondiale, l'Alliance internationale des bioénergies. Et il a été surtout question de l'adhésion du Mali en tant que membre et aussi en tant que point focal en Afrique de l'Ouest. Nous avons eu également la chance de faire partie des passagers sur le vol inaugural de Égyptair qui utilise le biofuel, c'est-à-dire le biokérosène.
Ce qui est très important aussi pour l'Agence nationale de développement des biocarburants. L'agence du bassin du fleuve Niger est chargée de contribuer à la prévention des risques naturels, à la lutte contre les pollutions et nuisances ou au maintien de la navigation du fleuve. C'était bon que nous venions à ce rendez-vous du donner et du recevoir pour partager l'expérience du Mali dans 2 domaines plus précis, notamment l'aménagement et la protection des berges. Et nous avons pris en illustration le cas du village de Diafarabé. Les jeunes volontaires pour l'environnement, c'est une synergie d'action, de constance et de capitalisation des efforts sur le terrain des COP. Diallo Oumou Modibo Keita, directrice exécutive de JVE Mali. Ici à la COP 27, on a fait un site event pour capitaliser déjà ce qu'on a eu à concrétiser comme partenariat et surtout trouver des partenaires fiables et qui sont engagés auprès de nous pour cette initiative. Hormis ça, on a fait assez d'activités concernant la restitution de la caravane pour la justice climatique. On a eu à faire des sittings de plaidoyer en faveur du climat. Tous ces interlocuteurs sont convaincus qu'il faut une synergie d'action entre les différentes structures pour un mieux-être en faveur des populations dans la lutte contre les changements climatiques. Le projet soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de la paix et de la cohésion sociale au Mali, piloté par le ministère de l'Entrepreneuriat national de l'emploi et de la formation professionnelle, en collaboration avec l'UNESCO, vient d'organiser une conférence débat à Yamfolila pour outiller les cibles du projet en langue nationale. Bougouni Diafara Aïdara. Dans le cadre de la mise en œuvre du projet soutien à l'auto-emploi de la jeunesse rurale, vecteur de paix et de cohésion sociale au Mali, la Direction nationale de l'éducation non formelle et des langues nationales, en collaboration avec l'UNESCO, compte accompagner les cibles à travers un renforcement de capacités sur des thématiques en lien avec les métiers qu'elles exercent en améliorant leurs connaissances. Face à l'analphabétisme et aux problèmes de non-vulgarisation de nos langues nationales, qui sont pourtant vecteurs de notre culture, nous convenons que la riposte appropriée serait d'alphabétiser davantage les différentes couches sociales, dont les jeunes et les femmes. Cette approche inclusive de l'alphabétisation dans les langues utilisées par les différentes communautés permet aux jeunes hommes et femmes d'être plus performants dans les filières agricoles des secteurs de l'agriculture et de l'élevage. Quand une personne s'exprime dans sa langue, travaille dans sa langue, lit et fait tout dans sa langue, la personne est vraiment réconfortée. Aujourd'hui, quant au thème débattu ici, avec l'assentiment des participants, j'étais satisfait. Et nous avons donc décidé de voir avec les autorités d'ici, de donner des compétences de base en alphabétisation à cette jeunesse, qui sont des agriculteurs, des éleveurs, dans le processus, et aussi voir en termes d'activités génératrices de revenus, comment les appuyer. À noter que cette conférence est tenue en prélude d'une formation de 4 jours sur l'éducation non formelle qui va regrouper 100 jeunes femmes et hommes des communes de Ouassoro-Balé et Konyaka dans le cercle de Yamfouila. Point Covid. Ce 22 novembre 2022, les services de santé ont enregistré un cas positif sur 266 tests réalisés, 0 patient guéri, 0 décès. Actuellement, 6 personnes sont sous traitement. Pour vous protéger et protéger les autres, suivez les mesures de prévention et faites-vous vacciner. L'Association des techniciens de surface du secteur de la santé poursuit ses activités de nettoyage dans les structures sanitaires du Mali. Ce samedi, elle était au CHU et CCRF de Kati pour les rendre propres. Les travaux de nettoyage ont été lancés par la ministre de la Santé et du Développement social. Le point avec Koumba Sissi. Après avoir tenu des journées de salubrité dans plusieurs structures sanitaires de la ville de Bamako, ce samedi, c'était le tour du CHU de Kati et du CCRF de la ville. Le coup de balai est donné par la marraine de l'activité, Djeminatou Sankare, ministre chargée de la Santé. L'initiative est de l'Association des techniciens de surface du secteur de la santé. Elle entend rendre ces espaces publics plus propres. Depuis que nous avons commencé cette journée de salubrité, les femmes se sont beaucoup impliquées. Nous sommes fiers et nous demandons à tous de se joindre à nous pour promouvoir l'assainissement au Mali.
Comme on le dit couramment, l'assainissement et la santé vont de pair, raison pour laquelle l'acte est salué par les autorités sanitaires. L'hôpital, c'est pour guérir, mais aussi on peut attraper des maladies à l'hôpital quand il n'y a pas un bon assainissement. Donc c'est l'occasion pour moi de remercier l'association des techniciens de surface. Ces journées de salubrité dans les hôpitaux sont les débuts d'un programme qui sera étendu à l'intérieur du pays. Et nous allons faire une évaluation aussi pour tirer des leçons et puis pour voir des actions qui pourraient être menées globalement pour appuyer cette initiative. Si le centre de santé est propre et que l'environnement est sale, on n'aura fait qu'une partie, on a réglé qu'une partie du problème parce que c'est tout ce qu'on veut éviter va venir de l'extérieur et entrer dans nos structures. Donc c'est de demander à tous de respecter les règles d'hygiène qui sont édictées. Plusieurs autres acteurs sont impliqués dans ces activités d'assainissement au niveau des hôpitaux. Il s'agit de l'Institut national de prévoyance sociale, la Direction générale de la santé publique, la Caisse nationale d'assurance maladie et la Caisse malienne de sécurité sociale. Plus de 800 millions de francs CFA, c'est le coût d'un lot de kits biomédicaux que l'Association malienne de pédiatrie offre à la région de Ségou. Cette donation vise à améliorer la santé de la mère et du nouveau-né et réduire la mortalité néonatale dans la région. Ce matériel est financé par l'UNICEF et le mécanisme de financement mondial. Reportage Jacqueline Dakou, Isaba. Composé de tables de réanimation, de lampes chauffantes pour les nouveau-nés, des concentrateurs d'oxygène, de cardiotopographes, de pompes d'aspiration chirurgicale, entre autres, cette donation de l'Association malienne de pédiatrie AMAPED vient renforcer non seulement le dispositif sanitaire de la région, mais aussi le personnel soignant. Nous avons assuré en 2019 une supervision formative dans les districts sanitaires de Ségou et de Sikasso, ainsi que dans leurs hôpitaux régionaux. En partenariat avec l'UNICEF, l'AMAPED a initié ce projet sur la base des résultats de cette supervision formative et des données des différentes ZDS qui montrent que la région de Ségou enregistre la mortalité infanto-juvénile la plus élevée au Mali. Selon une enquête menée par l'AMAPED en 2018, la région de Ségou enregistre un taux de mortalité infanto-juvénile de 51%, d'où la pertinence de cette donation. Nous serons toujours aux côtés du gouvernement, particulièrement aux autorités de la région de Ségou, pour créer les conditions idoines pour la survie, l'éducation et la protection des enfants, gage de leur épanouissement social et économique. La présente cérémonie de donation d'équipements médicaux de dernière génération destinée à assurer une prise en charge efficace des nouveau-nés dans les 8 centres de santé de référence et l'hôpital de la région de Ségou, dont le coût est estimé à 456 225 924 francs CFA, vient compléter une première donation de 321 105 902 francs de matériel médicaux répartis entre les 211 centres de santé dans la région, soit un coût total de 881 121 076 francs. Cette activité s'inscrit dans le cadre d'un vaste projet de 3 ans intitulé « Amélioration des soins aux nouveau-nés par les soins de santé primaire et les services obstétricaux et néonataux d'urgence de qualité dans la région de Ségou, y compris dans le contexte du Covid-19 qui couvre toute la région de Ségou. » Cérémonie de lancement du projet d'appui à l'initiative pour l'irrigation dans le Sahel au Mali, Pays Mali, à Caille. Il est financé à 2,7 milliards de francs CFA par l'Agence espagnole pour la coopération internationale au développement. Reportage Moriba Keita. Ce lancement du projet d'appui à l'initiative pour l'irrigation dans le Sahel au Mali, Pays Mali, à Caille, la Cité des Rails, vise à assurer la visibilité du projet et la sensibilisation des acteurs de la zone du projet, à informer les acteurs locaux, régionaux et nationaux sur les objectifs et les résultats attendus et l'aire géographique du projet, entre autres. Ce projet est une initiative sous-régionale qui vise à renforcer la résilience des producteurs. Il vise à lutter contre la pauvreté. Donc ce projet, avec le développement de l'irrigation, va permettre l'atteinte d'un objectif qui a été fixé au niveau du Sahel,
c'est de soustraire le maximum possible de l'agriculture des aléas de la sécheresse et du changement climatique. Les activités de ce projet PAES Mali, qui seront mises en œuvre par l'UGP et placées sous la coordination de la Direction régionale du génie rural de Caille, contribueront au processus de la stabilité et à la recherche de la paix au Mali en général et en particulier la région de Caille. Pour une durée de 4 ans, le PAES contribuera au renforcement des capacités des parties prenantes et accroîtra les superficies irriguées pour une performance d'irrigation améliorée dans la région de Caille. Le renforcement des capacités des services techniques régionaux et nationaux chargés du suivi d'irrigation, l'accroissement de 450 hectares des aménagements de proximité. Ce projet d'appui à l'initiative pour l'irrigation dans le Sahel au Mali sera exécuté à Caille. Les élus des collectivités territoriales de Mopti renforcent leur capacité sur le processus de mobilisation des ressources financières du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales. Daouda Diakité, Diakaria Traoré. Aperçu général sur le processus de mobilisation des ressources du Fonds national d'appui aux collectivités territoriales, le bilan des exercices antérieurs de mobilisation des ressources financières du budget national et les droits de tirage de 2023 sont entre autres points saillants au centre de cette rencontre d'information et de sensibilisation des élus des collectivités territoriales de Mopti. L'objectif de cette initiative, c'est d'échanger avec les élus sur les difficultés qu'elles ont dans le cadre de la mobilisation des droits de tirage. Et nous avons constaté aussi que chaque fois, les collectivités, parce qu'on ne paye pas de l'apport, ils sont en train d'aller vers des investissements en éducation et en santé. Il faut également aller à des investissements d'équipements marchands pour pouvoir avoir des revenus propres. Les différentes présentations révèlent que de 2002 à 2022, la direction régionale de la nécessité a financé 3 990 sous-projets dans tous les domaines socio-économiques de base pour un coût estimé à près de 50 milliards de francs CFA. Après 20 années d'accompagnement, il est important de faire le point d'exécution des projets financés, les difficultés constatées pour proposer des pistes de solutions en vue d'une mobilisation rationnelle et efficiente des droits de tirage de 2023. Des recommandations fortes sont attendues de cette rencontre en vue de l'amélioration des niveaux de mobilisation des ressources financières au profit des collectivités territoriales. Forum national des jeunes de foi au Mali. Les travaux ont été lancés ce matin, contribuent à construire des communautés religieuses inclusives pour une refondation authentique du Mali, et cela à travers sa jeunesse. C'est là l'objectif principal de ce forum. 3 jours de travaux, plusieurs communications au centre des échanges. Une particularité de ce forum, chrétiens et musulmans côte à côte, nous dit Alpha Maga. Ici, nous sommes dans la région de Koulikoro où se tient le Forum national des jeunes de foi au Mali. Une nation à l'instar des autres pays du monde perturbée par des esprits mal intentionnés qui attribuent beaucoup de conflits aux religieux de tous bords. On attribue des images négatives aux religions et à leurs adeptes. On confond les comportements d'esprits égarés et lunatiques aux vraies valeurs religieuses. Le thème de ce forum, à savoir les jeunes de foi face aux enjeux des libertés religieuses, nous exige de nous comprendre, de nous tolérer et mieux, de nous accepter. Comment corriger l'image de l'ignorance, sinon par l'information, la formation et l'éducation pour assurer un vivre ensemble meilleur? Il s'agit là de plusieurs communications qui seront au centre du forum qui va durer 3 jours. L'initiative est saluée par les autorités de la transition. La finalité de tout ça, le secrétaire permanent, le RIPOD, le GISRA, le MCRC, c'est uniquement pour la cohabitation pacifique, pour la cohésion sociale. Une lecture d'espoir. En attendant les recommandations, il faut le dire, la paix passe par le chemin de dialogue. L'Alliance pour la refondation du Mali, AREMA, le tout nouveau parti politique, poursuit sa série d'implantations. Le choix est porté sur la commune rurale de Sibi dans le Mandé pour lancer officiellement ses activités. L'AREMA met l'accent sur les fondamentaux patriotiques pour un éveil de conscience et convaincre les populations à sa cause. Le récit de nos envoyés spéciaux à Sibi, Salifou Drago, Abdrahman Keita.
Fidèle aux idéaux de la transition, l'Alliance pour la refondation du Mali, le tout nouveau groupement politique a lancé son mouvement dans la commune rurale de Sibi et environ. L'Alliance se sert comme fer de lance la restauration des valeurs sociétales pour relever les grands défis. De mettre chaque chose à sa place, d'où la notion de bâtir une nouvelle classe politique qui incarne la dignité malienne, la souveraineté nationale du Mali. Aujourd'hui, dans le Mali Koura, c'est un nouvel appareil politique qui se met en place, c'est une nouvelle société civile qui se met en place, c'est une nouvelle armée qui se met en place pour incarner haut et fort notre indépendance dans tous les domaines. La toute nouvelle classe politique, avec tout son état-major au grand complet, veut se frayer un chemin dans l'arène politique, dans le Mandé, avec une nouvelle approche. Nous, notre ambition, c'est de faire en sorte qu'autour des objectifs, à savoir les trois, la souveraineté du Mali, les choix stratégiques et les intérêts vitaux du peuple malien, donc nous voudrons vraiment fédérer autour de ces objectifs-là, afin que nous nous retrouvions et faire en sorte que nous puissions soutenir les efforts inlassables du président. Le nouveau groupement politique Arema entend s'étendre progressivement dans tous les pays. Première édition de la semaine artistique, culturelle et économique de Kourémalé. L'artiste musicien international Salif Keita, initiateur du projet animé Un point de presse. L'objectif de cette rencontre avec la presse était de remercier les autorités maliennes et guinéennes pour leur implication pour la réussite de l'événement tenu en septembre dernier. Reportage Ibrahim Kaoukounate. Au terme d'une semaine d'intenses activités artistiques et culturelles tenues à Kourémalé du 21 au 28 septembre 2022, place aux remerciements et l'expression des messages de reconnaissance à l'endroit des autorités maliennes et guinéennes pour les efforts déployés. Remercier les autorités nationales des deux pays. Il a été reçu par le président Assimi Goïta, il a été reçu par le président Mamadou Doumbia. Donc remercier les autorités municipales de Kourémalé Koko, de Kourémalé Kogné, et surtout les populations. Tous ceux qui ont été à Kourémalé l'ont remarqué pendant une semaine, même sous la pluie, même quand il n'y avait pas d'événement prévu, les populations étaient là. Salif Keita, un homme comblé par les autorités administratives, politiques, les partenaires et surtout les peuples des deux pays. Ça m'a beaucoup marqué. Et surtout la volonté des Guinéens. Les Guinéens veulent vraiment faire ça. Et je sais que la population veut cette unité, veut que cette frontière s'en aille. Ce festival, c'est complètement civil. C'est la société civile. Ce festival n'est pas politique. Il n'y a rien de politique. L'occasion était bonne pour les organisateurs de rappeler quelques recommandations issues de la première édition et d'annoncer les dates pour la prochaine édition prévue du 27 au 29 octobre 2023 à Kourémalé. C'est la fin de cette édition. Merci de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur le RTM. Bonsoir.